Et tout d'abord, merci aussi à Nathalie Bajos pour avoir accueilli ce colloque dans le cadre de la chaire La production sociale des inégalités de santé et y avoir associé l'ERC Gen-D, dont je vais vous présenter une partie des travaux aujourd'hui. Je vais en effet revenir sur la notion de socialisation, qui est l'un des concepts centraux de notre projet, avec ceux d'intersectionnalité, dont a parlé Nathalie dans son introduction, et de life course et d'embodiment, dont Michel va parler juste après. Je cherche à mettre en lumière ce qu'on en fait dans le projet Gen-D, mais aussi, plus largement, évidemment, ce qu'on peut en faire dans l'étude des inégalités sociales de santé. Pour éclairer en une image ce qu'est la socialisation, j'ai l'habitude d'emprunter un exemple à Norbert Elias, qui est celui de Robinson et Vendredi sur leur île déserte. Ils sont isolés de leur société habituelle, sans marqueur extérieur, sans support matériel de leur place dans la société, sans objet, sans proches, sans famille. De ce fait, ils pourraient apparaître comme des hommes sans société, des humains génériques destinés à agir de la même manière à l'intérieur des contraintes matérielles de l'île. Et pourtant, même non matérialisés sur l'île, le social continue à agir sur eux. Ils portent en effet en eux la société qui les a construits de cette manière-là, et pas de telle autre, et qui a inscrit dans leur corps un certain nombre de nécessités et de ressources, de goût et de dégoût, de besoins et de capacités, et même, pour anticiper quelque peu, un certain type de rapport au corps, de sensations somatiques et d'état de santé. Donc, ces individus vont agir, et je le rajoute suite à la proposition, aux discussions avec Owen ce matin, ces deux individus vont donc agir différemment. Ils ne seront pas passifs, ils seront actifs et ils pratiqueront ils mettront en pratique leur goût, leur dégoût, leurs besoins particuliers sur l'île de manière différente, mais de manière également socialement déterminée, sans être passifs par rapport à la situation, mais en étant socialement déterminés à être actifs d'une certaine manière et pas d'une autre. Les processus de socialisation, ce sont les processus qui ont produit ces deux individus différents et même ces deux corps différents avant leur arrivée sur l'île déserte. La socialisation, c'est donc la façon dont la société forme et transforme les individus, l'ensemble des processus au cours desquels l'individu apprend et acquiert des façons de faire, de penser et d'être qui sont situées socialement, comme l'a rappelé Nathalie ce matin. Donc en donnant cette définition-là et pas une autre, je fais un choix entre plusieurs possibles en sociologie et j'isole celle qui me semble aujourd'hui dominante dans la sociologie française, même si je suis forcément un peu biaisée dans ce constat, puisque vous voyez que j'ai œuvré en fait pour que ce soit cette définition-là qui domine ou qui soit largement visible dans la sociologie française aujourd'hui. C'est une définition dont on peut retracer l'histoire de Durkheim dans ses textes sur l'éducation qui datent du début du XXe siècle, à Bourdieu, la socialisation étant chez lui la sociogenèse des dispositions qui constituent l'habitus. Oui, il n'y aura à nouveau probablement pas d'individualisme méthodologique trop fort dans ma présentation, mais donc de Durkheim à Bourdieu, puis à Bernard Lahire, qui a stabilisé l'approche dite dispositionnaliste de la socialisation à partir des années 1990. Cette définition particulière de la socialisation met l'accent sur les multiples processus d'incorporation des dispositions qui constituent l'individu. Par leur position sociale, de classe et de genre notamment, leurs expériences, les éducations explicites, implicites auxquelles ils sont soumis, les individus incorporent littéralement le monde social dans lequel ils évoluent de façon largement inconsciente et deviennent dans leur corps un type de personne ou un autre. Par exemple, dans les familles où les parents ont fréquenté longtemps le système scolaire et sont diplômés de l'enseignement supérieur, les enfants apprennent et incorporent un certain type de rapport à l'institution scolaire, d'aisance, de familiarité, etc., mais aussi un certain type de rapport au langage, à l'écrit, à l'alimentation, au loisir, à l'ennui, à l'agitation, etc. Ce faisant, les individus deviennent non seulement un type de personne ou un autre, mais à nouveau un corps ou un autre. Par exemple, la socialisation de genre, ces éducations explicites et implicites à nouveau, construit très précocement des goûts, habitudes, attitudes corporelles qui diffèrent fortement entre les enfants socialisés comme des petites filles et ceux socialisés comme des petits garçons.
Du fait de cette définition de la socialisation comme incorporation du monde social, il n'y a pas d'opposition stricte entre les conditions matérielles d'existence, dont on a commencé à parler ce matin, et la socialisation. Et la socialisation n'est pas une approche spiritualiste ou culturaliste qui ferait fi des conditions matérielles d'existence. Au contraire. L'espace dans lequel on évolue, les logements, les contraintes, ce terme qui a été par les deux interventions de ce matin relevé comme un terme sur lequel on pouvait travailler en sciences sociales sur ces questions d'inégalité sociale de santé. Donc l'espace dans lequel on évolue, les logements, les contraintes domestiques ou de travail, les horaires et les emplois du temps, les objets sont socialisateurs et la socialisation ne met pas en présence des individus qui flotteraient dans un vide matériel. Dernier point de cette définition, en parlant d'incorporation, c'est bien au processus même d'incorporation que je fais référence. Dans la plupart des études en sociologie, la socialisation est saisie comme une chose faite dans ses produits finis, dans ses produits cristallisés dans les individus, dans ses outcomes. Pour reprendre les deux exemples passés, on l'a saisie, cette socialisation, dans les moins bons résultats scolaires des enfants de classe populaire ou dans le moindre goût et la moindre compétence des filles pour les mathématiques. Des processus de socialisation sont alors en fait présupposés en sociologie dès lors qu'on met en regard une attitude, un goût, un dégoût, une pratique récurrente dans un groupe social avec une origine sociale ou une position dans les rapports de pouvoir. Mais la sociologie de la socialisation s'est donné un but spécifique, plus ambitieux, ou en tout cas ambitieux, étudier les socialisations en train de se faire, analyser l'incorporation des dispositions elles-mêmes et en administrer la preuve. Il s'agit donc, pour paraphraser Bourdieu, de passer de l'opus operatum, c'est-à-dire de la personne achevée et ses idiosyncrasies, là c'est moi qui parle, au modus operandi, c'est-à-dire au mode de construction individuelle et de génération des pratiques, ce qui génère, ce qui engendre les pratiques. Ce qui n'est évidemment pas toujours facile quand on parle d'un inobservable comme une disposition, qu'on ne peut pas mettre sous le microscope de la même manière qu'une cellule ou qu'un biomarqueur, ou même qu'une pratique sociale, et qui est toujours en partie présupposée, ces dispositions. Mais en sociologie de la socialisation, on aime les tâches scientifiques ambitieuses, je l'ai dit, et on se donne donc pour objectif d'approcher les socialisations au moins pour partie en train de se faire, ou encore d'administrer empiriquement la preuve de l'existence de leurs résultats en tant que tels, comme des produits de socialisation, et pas simplement ou directement comme des attitudes de classe liées uniquement, par exemple, à des ressources matérielles ou aux conditions matérielles d'existence dont je parlais précédemment. Cette tradition française, dispositionnaliste de la sociologie de la socialisation, a bénéficié en France, je l'ai un peu dit, d'une forte reconnaissance scientifique, professionnelle. L'un des réseaux thématiques de l'Association française de sociologie porte ce nom, donc là non plus, je n'y suis pas tout à fait étrangère en fait, donc je suis un peu biaisée. Reconnaissance scientifique, professionnelle, scolaire et universitaire. Elle a été continuellement ou presque au programme de SES des lycées, depuis la création de la discipline, et je parierais volontiers que la notion de socialisation figure aujourd'hui très probablement au moins une fois par année, ou peut-être une fois pour plusieurs années, dans les maquettes des cours dans tout département de sociologie. Les domaines où elle a été travaillée sont innombrables, et donc, pourtant, il est un domaine pratique où les travaux de sociologie de la socialisation ont été très rares, et c'est justement celui qui nous intéresse aujourd'hui, la santé. Donc, je vais évoquer brièvement le relatif délaissement des questions de santé par les sociologues de la socialisation, en indiquant à chaque fois quelques exceptions très notables, dans certains cas, à ce délaissement. Par exemple, malgré l'omniprésence du corps dans les travaux de Bourdieu, la santé y est particulièrement discrète et peu en lien avec les questions d'habitus, même dans un ouvrage comme La Distinction, qui travaille pourtant de façon récurrente les pratiques alimentaires ou sportives. C'est en fait un autre texte, dont on a déjà parlé ce matin, qui tient lieu de la partie manquante de la distinction sur la médecine et la santé, et qui étudie les rapports entre habitus et santé, un article de 1971 de Luc Boltanski, intitulé « Les usages sociaux du corps ». Il s'agit d'un texte qui est vieux donc de plus de 50 ans, mais qui bénéficie d'une actualité brûlante, donc à nouveau, je parle
pas très loin de ma propre porte, car nous avons dans Gendi considéré qu'il était suffisamment intéressant aujourd'hui encore pour le faire traduire, défi qui a été relevé bellement par Lucie Garnier. Il va être publié très bientôt, assorti de divers commentaires, dont celui gendiesque que je cite sur la slide, dans un numéro de Social Science and Medicine, pour lequel Janet Shim a été éditeur. Et nous la remercions bien vivement. Dans le commentaire que nous avons écrit, nous avançons qu'il s'agit d'un texte qui constitue une boîte à outils pour l'étude des inégalités de santé. Boltanski décrit notamment les cultures somatiques des différentes classes sociales, qui sont intrinsèquement sociales et physiologiques, et explique la cohérence entre une grande variété de pratiques corporelles, telles que manger, boire, faire de l'exercice, travailler, mais aussi faire attention à son corps, aller ou non chez le médecin, etc. Ces rapports de classe au corps et à la santé gouvernent en particulier les types de sensations somatiques et leur expression. Par exemple, le ressenti qui suit l'absorption d'un repas riche en féculents et en graisses, qui peut aller du confort de la réplétion digestive pour les classes populaires à la sensation d'être lourd, trop lourd, pour les classes moyennes et supérieures. Certains individus, en termes de classe moyenne et supérieure, et de genre, les femmes plus que les hommes, ils sont décrits comme ayant appris à davantage écouter leur corps et leurs sensations somatiques et à être davantage capables de les communiquer de la bonne manière aux médecins. Les interactions entre patients et médecins sont en effet analysées par Boltanski dès cette époque comme des interactions de classe qui mettent en rapport des individus aux habitus, résultats de socialisation différents. Le travail de Boltanski constitue donc une vraie exception à la zone d'ombre de la santé dans la sociologie bourdieusienne. Autre zone d'ombre, dans ses multiples travaux en sociologie de la socialisation, Bernard Lahire s'est lui aussi très peu penché sur les questions de santé et sur l'institution médicale. On peut néanmoins mentionner 2 études qui s'inscrivent directement ou non dans sa sociologie et qui constituent, de ce point de vue, des exceptions. Ces 2 textes, qui sont cités sur la slide, portent tous 2 sur la socialisation et la santé dans l'enfance, à 5 ans, à 11 ans, et montrent comment, je cite, « de jeunes corps de classe sont fabriqués dans l'enfance à partir de pratiques familiales en matière d'hygiène, d'habillement, d'alimentation et de soins qui s'inscrivent dans les rapports que les parents eux-mêmes entretiennent au corps, à l'alimentation et à la santé. » Enfin, pour terminer ce trop rapide panorama des travaux qui articulent sociologie de la socialisation et santé, je vais évoquer 2 enquêtes que j'ai moi-même menées sur ces questions à 20 ans de distance et entrer un peu plus, à peine, dans le détail des processus de socialisation impliqués dans l'anorexie mentale d'un côté et dans l'accident vasculaire cérébral de l'autre. Donc, socialisation et sociologie de l'anorexie, il s'agit ici de ma thèse de doctorat, fondée sur une enquête menée au siècle dernier déjà, à partir d'entretiens avec des patientes anorexiques et d'observation des services où elles sont hospitalisées, un service psychiatrique pédiatrique en CHU, une clinique psychiatrique, d'entretiens avec leurs enseignants dans le lycée médical où elles étaient scolarisées, ainsi que d'entretiens avec des adolescentes du même âge que les patientes. L'un des enjeux de cette recherche concernait les inégalités sociales de santé. Il s'agissait de comprendre le recrutement social particulier de la pathologie du point de vue du genre et de la classe. Tout d'abord, sa forte prédominance féminine, qui en fait une pathologie où les inégalités de genre sont parmi les plus fortes, 9 cas féminins sur 10 dans la plupart des études à l'époque de ma thèse. Et deuxièmement, le recrutement majoritairement dans les classes moyennes et supérieures, donc biaisé vers le haut de l'espace social, et de ce point de vue atypique dans les inégalités de santé. Dans cette recherche, je retrace la carrière anorexique en séquençant les étapes du devenir anorexique, qu'est-ce que font les enquêtés au cours de la carrière, avant de replacer cette carrière dans l'espace social et de faire apparaître ces conditions sociales de possibilité dispositionnelles. Comment, qui elles sont socialement et ce qu'elles ont appris à être, donc des jeunes filles de classe moyenne et supérieure, permet d'expliquer ce qu'elles font au cours de la carrière anorexique. Dans ce travail, je mets la notion de socialisation en contribution de plusieurs manières. Premièrement, dans la carrière anorexique, je fais apparaître l'effet des socialisations antérieures de genre et de classe sur les pratiques des enquêtés, leurs pratiques alimentaires, sportives, mais aussi scolaires, sur leur goût
goût alimentaire, goût pour certaines sensations somatiques, et on retrouve ici Boltanski avec un goût qui se développe pour les sensations de ventre vide, et troisièmement, sur leur vision du monde. Par exemple, il y a un rapport spécifique à la transformation corporelle, à la fois désirable et possible, un rapport spécifique au destin corporel et social, et un élitisme corporel et social qu'on peut rapporter à leurs conditions de socialisation et à leur socialisation de classe et de genre. Deuxièmement, à l'hôpital, c'est-à-dire dans la phase hospitalière de la carrière, je fais apparaître la socialisation hospitalière en train de se faire, qui constitue une entreprise de resocialisation par l'hôpital dans les différents domaines pratiques de la carrière anorexique, mais aussi une socialisation institutionnelle à de nouvelles conceptions de soi et discours sur soi. L'hôpital travaille ces conceptions et travaille le discours sur soi des patientes et leur fait progressivement intérioriser ou non un certain type de discours. Donc j'ai dit ou non, car toujours à l'hôpital, j'investigue le rôle de leur socialisation intérieure, de la socialisation intérieure des patientes, dans la résistance que ces patientes manifestent par rapport au point de vue et au pouvoir médical, résistance pour laquelle elles sont bien connues et très craintes par les professionnels de santé, de médecine. Je mets en lumière la façon dont cette résistance fait intervenir des dispositions et des rapports au monde de classe, ainsi que le résultat d'apprentissage antérieur du métier de patiente, né de l'expérience accumulée de socialisation hospitalière antérieure pour celles qui sont devenues, suite à de multiples hospitalisations, de multiples interactions avec des professionnels de santé qui jalonnent la carrière anorexique, qui sont devenues des patientes qu'on pourrait dire professionnelles. Dans cette enquête, les processus de socialisation de classe et de genre que je présuppose ou que j'analyse en train de se faire, vous avez vu qu'il y avait un peu les deux dimensions, permettent donc de rendre compte de la forme prise par la carrière anorexique, de sa possibilité même, ainsi que des résistances opposées aux membres des institutions qui ont pour objectif de la faire cesser. S'il me reste à peu près 20-25 minutes. Je cherche Anne du regard. Oui, à peu près 25 minutes, c'est parfait. Donc, sinon, je serais passée plus vite sur cette deuxième enquête, mais je vais prendre quelques minutes également. Donc, cette deuxième enquête, beaucoup plus récente, porte sur les inégalités sociales de récupération post-AVC. L'enquête ethnographique qui a permis de construire ces questions a été menée pendant plus d'une année, d'abord dans un service de neurologie spécialisé dans les cas d'AVC d'un hôpital universitaire, puis surtout dans les services de rééducation post-AVC et traumatisme crânien du même hôpital, ainsi que dans un centre privé de rééducation. L'observation de ces services permet de comprendre le gradient de santé de classe et les inégalités de genre dans les récupérations post-AVC. Les classes populaires, en effet, sont davantage frappées par l'AVC, frappées plus jeunes, elles en connaissent des formes plus sévères, elles en meurent plus souvent et elles en récupèrent moins bien. Les femmes sont plus touchées par l'AVC que les hommes, dans la mesure où elles vivent plus longtemps, mais elles en meurent également plus souvent que les hommes, et surtout, elles en récupèrent moins bien, même lorsque les effets de l'âge et de la gravité de la pathologie sont contrôlés. De plus, il ressort clairement que ces inégalités de récupération n'opèrent pas seulement au niveau de l'accès aux services médicaux, mais bien à travers l'efficacité différentielle de la prise en charge elle-même, à gravité et localisation équivalente de la lésion, à prise en charge comparable, la position sociale de classe ou de genre reste prédictive au sens ou à un sens ou à un autre de la causalité, comme on disait ce matin, mais comme on continuera à le discuter, je pense, reste prédictive d'une plus ou moins bonne récupération des compétences perdues. Mon travail apporte des éléments d'explication à ces différents constats et je mobilise là aussi à plusieurs niveaux la notion de socialisation. Qui fait un AVC, comme disent les médecins? J'observe tout d'abord la manifestation des socialisations corporelles et sanitaires antérieures et des dispositions de classe dans les facteurs de risque de l'AVC, qui sont parmi les facteurs où les différences sociales sont les plus marquées, les différences de classe sont les plus marquées, donc, comme l'hypertension artérielle non traitée, le diabète, le tabagisme, l'obésité, etc., et dont on peut voir dans la fréquence de ces facteurs de risque pour les classes populaires l'effet des socialisations corporelles et sanitaires antérieures.
Je vois également la preuve des socialisations et dispositions genrées, cette fois-ci, dans les délais d'arrivée aux urgences supérieures des femmes, qui expliquent leur moins bon pronostic suite aux AVC. Et j'explique, je vous renvoie à une présentation ici même dans le séminaire de Nathalie Bajos pour un développement sur cette question. Mais j'explique l'écartement des temps d'arrivée aux urgences des hommes et des femmes par les socialisations genrées et leurs résultats dispositionnels chez eux et chez elles, qui expliquent le fait que les femmes arrivent jusqu'à 3 fois plus tard aux urgences que les hommes, même en ayant une meilleure connaissance de l'AVC et de ses symptômes, donc une meilleure information. En rééducation, j'ai aussi observé, donc en rééducation post-AVC, j'ai aussi observé la manifestation des socialisations et dispositions genrées dans les moindres ambitions collectives pour les rééducations féminines. Et enfin, la manifestation des dispositions de classe dans le rapport à la forme scolaire de l'hôpital et les effets différentiels de la socialisation institutionnelle hospitalière. Donc, l'ethnographie des services de rééducation me permet en effet de mettre en lumière l'existence, donc l'ethnographie, donc l'observation de ces services de rééducation, me permet de mettre en lumière l'existence d'une forme scolaire de cette socialisation hospitalière qui facilite les réapprentissages de patients dont l'AVC n'a pas détruit la familiarité sociale avec l'école et ses méthodes et empêche d'autres patients qui en étaient plus éloignés de bénéficier du travail rééducatif de la même manière. Et c'est une partie de la recherche sur laquelle j'ai discuté avec Seth Holmes, également présent dans le cadre du projet Global Social Health et qui va peut-être se traduire par des publications à venir. La notion de socialisation permet donc, avec le décalage de la traduction, les clins d'œil sont un peu plus pesants, désolé. La notion de socialisation permet donc de rendre compte d'inégalités de classe et de genre dans les risques de faire un AVC, dans les délais d'arrivée aux urgences et dans l'efficacité même de la rééducation hospitalière. Elle contribue donc, cette notion de socialisation, à expliquer les inégalités de santé et de récupération selon la classe et le genre, mises en lumière par les associations épidémiologiques. Pour conclure cette première moitié de mon intervention, je dirais que c'est parce que nous sommes convaincus dans GENDI de l'intérêt et du pouvoir explicatif de la notion de socialisation que nous lui avons donné une place importante dans notre schéma général. Nous avons ainsi initié ou réuni de nombreuses enquêtes visant à éclairer les zones d'ombre qui restaient sur les liens entre socialisation et santé et à systématiser les apports de cette notion à notre modèle d'analyse. Je vais maintenant présenter les différentes recherches qui sont en cours au sein du projet et qui mobilisent cette notion et ce regard particulier. La notion de socialisation est donc potentiellement au cœur de tous les moments importants que nous cherchons à travailler. Elle est donc au cœur du schéma GENDI. Nous étudions... Bien sûr, désolée. Je ralentis un tout petit peu. Nous étudions les socialisations en elles-mêmes. Pardon, pourtant je le sais, et ça c'est typiquement vraiment quelque chose de totalement dispositionnel. C'est-à-dire, on a beau le savoir, on ne peut pas faire grand-chose contre dans l'action qu'on mène et dans nos pratiques. Donc, dans le schéma GENDI, nous étudions les socialisations en elles-mêmes, la deuxième molette qui est entourée ici d'un ovale, mais nous étudions aussi verticalement, par rapport au schéma, le rôle explicatif de ces socialisations dans la perception des symptômes, dans l'accès aux soins, dans le déroulement des prises en charge et dans la santé. Enfin, nous étudions aussi horizontalement leur rôle explicatif dans la succession des états de santé et le parcours de vie. Nous faisons cela au sein de diverses études que je vais présenter successivement. Ces slides ont été faites conjointement avec les chercheuses impliquées, faute de pouvoir les faire toutes monter pour présenter leur propre travail. Et voilà, je les remercie pour cette participation et elles sont dans la salle si vous avez des questions à leur poser. Il s'agit de recherches en cours à des stades d'avancement différents, donc les effectifs que j'indique sont éventuellement provisoires. Et surtout, je vais moins présenter des résultats que tracer les contours des domaines dans lesquels les résultats sont attendus. Donc, stay tuned au site GENDI et à notre newsletter pour les publications à venir de tout ce beau monde de chercheuses.
Tout d'abord, la recherche menée par Amélie Beaumont et Sarah Niquez, qui porte seulement, pourrait-on dire, sur 6 familles, mais avec des centaines d'heures d'observation en tout et des entretiens tant avec les enfants qu'avec les parents. Ces 6 familles appartiennent à différentes fractions des classes populaires, moyennes et supérieures. Au sein de ces familles, l'enquête porte spécifiquement sur 2 enfants, tous 2 scolarisés à l'école primaire, donc entre 6 et 11 ans, dont l'aîné est un garçon et la cadette une fille, afin d'observer les socialisations de genre différenciées au sein d'une même famille, en neutralisant le rôle dans l'Adelphi. Chaque enquêtrice a suivi 3 familles pendant 3 à 4 mois et a observé les enfants dans leur quotidien familial, à la maison, mais aussi pendant les trajets, les activités sportives extrascolaires, les jeux à l'extérieur et lors des activités médicales, chez le médecin, à la pharmacie, etc. C'est donc une observation tous azimuts de la molette socialisation qui a été faite dans ces familles, et notamment des socialisations corporelles et sanitaires, pratiques alimentaires, d'hygiène, de santé, consultation et suivi médical, qui expliquent ces socialisations corporelles et sanitaires, l'apprentissage des rapports au corps et des rapports à la santé en fonction des positions de classe et de genre et de l'expérience migratoire. Les enquêtrices, chacune dans leur famille, ont également plus spécifiquement regardé les pratiques ordinaires de santé, les petits bobos, et leur effet socialisateur, l'effet socialisateur du bobo lui-même, ou de comment il est pris en charge ou non par les parents. Du point de vue de la compréhension des inégalités de santé dans le schéma de Jendi, l'étude permettra donc de montrer comment les états de santé inégaux et les rapports différents au monde médical sont incorporés dès l'enfance, par exemple la construction sociale des corps par l'alimentation et l'activité physique, l'incorporation éventuelle de l'assurance face aux médecins, par rapport aux médecins, l'incorporation éventuelle d'un rapport préventif à la santé, etc. Mais elle permettra aussi de montrer comment interviennent des socialisations non sanitaires qui ne sont pas visiblement en rapport avec la santé, et en particulier comment les rapports à la santé s'inscrivent plus largement dans des styles de vie familiaux à l'origine de rapports à l'argent, au temps, au langage, qui auront un effet sur la santé. Deuxième étude sur la santé des familles, celle de Shirin Abdul-Karim, effectuée par des méthodes mixtes, avec un volet qualitatif, des entretiens répétés avec des familles qui ont un enfant en bas âge, et des observations de consultation médicale dans 3 lieux de soins pédiatriques, PMI, hôpital, cabinet, ainsi qu'un volet quantitatif, donc l'exploitation de l'enquête longitudinale ELF et de l'enquête ICOVAC. Du point de vue de la socialisation, la thèse de Shirin se penche sur la socialisation primaire des enfants de moins de 3 ans, une période qui a l'avantage d'être spécifique du point de vue de la santé et notamment très médicalisée avec des rendez-vous médicaux fréquents. Mais elle ajoute aussi une interrogation importante sur la socialisation secondaire des parents, comment la parentalité vient reconfigurer les rapports à la santé et à l'expertise médicale des individus, en fonction, là aussi, du genre, de la classe, de l'expérience avec les enfants, de l'expérience migratoire. Elle constitue donc un moment de socialisation, cette période constitue donc un moment de socialisation à la santé qui est intense, différencié, évidemment, en termes de genre, pour les mères et les pères, évidemment socialement, évidemment. De ce fait, la thèse de Shirin permettra de comprendre les variations sociales des rapports quotidiens au médical des familles, attitudes préventives, recours aux médicaments, perception des vaccins pour les enfants, ainsi que des rapports à l'institution médicale des familles en fonction de leur position sociale et de leur expérience passée et accumulée avec le monde médical. Plus généralement, elle permettra de contribuer à comprendre pourquoi les femmes s'intéressent plus à la santé, ce qui contribue à expliquer leur recours supérieur à la médecine et leur meilleur pronostic dans un certain nombre de pathologies. Avec la thèse de Jeanne Goudinou, on franchit quelques années dans la life course pour retrouver nos sujets et nos objets à l'adolescence. La recherche de Jeanne s'appuie en effet sur des terrains ethnographiques réalisés dans 3 collèges socialement variés, s'étalant sur une durée d'1 an. Ces terrains ont permis de réaliser des observations au sein des infirmeries scolaires, des cours d'EPS, de la cantine scolaire ou encore des interclasses. Autrement dit, des contextes se prêtant à la mobilisation des corps.
Sur ces terrains, des entretiens ont été menés avec les adultes de ces établissements, professeurs, surveillants, infirmières. En plus de ces terrains au sein de l'institution scolaire, des entretiens ont été effectués avec des adolescents de milieux sociaux variés, pour la plupart âgés de 12 ans au début du terrain, de façon à retracer également leur socialisation familiale et leurs conditions de vie. Des entretiens ont été menés avec les parents d'une partie des enquêtés. Ces entretiens et observations seront a priori reconduits auprès des adolescents 2 ans après le début des terrains de thèse, donc lorsqu'ils auront 14 ans. Ce suivi global dans le temps a ainsi pour but de mettre en évidence les effets des processus de socialisation aux sensations en train de se faire. La thèse va en effet permettre de comprendre comment les ressentis, réactions et perceptions des sensations somatiques, douleur, faim, froid, chaud, fatigue, sont construits par les processus de socialisation. Il s'agit de s'interroger sur la façon dont les individus apprennent à définir la frontière entre sensations normales ou pathologiques, agréables ou désagréables, entre confort et inconfort physique. De plus, en plus de la possibilité de saisir les effets des socialisations familiales, la recherche permettra donc aussi de mettre en évidence le rôle de l'institution scolaire dans les socialisations à et par la santé. Elle permettra alors de comprendre comment le ressenti des sensations, qui joue dans la perception des symptômes, je ne vous remets pas le schéma Jendi, mais peut-être que vous l'avez déjà en tête à ce stade de la journée. Donc, comment le ressenti des sensations qui joue dans la perception des symptômes et leur expression qui joue dans les interactions avec le monde médical se différencient en fonction des positions dans les rapports sociaux de classe, de genre, de race et d'âge. Ce faisant, elle permettra de saisir le biologique à partir de la perception des sensations somatiques et de mieux comprendre ce que le social fait aux sensations, quelles sensations sont produites par quelles conditions sociales de vie, ce qui va évidemment permettre d'éclairer fortement le milieu du schéma Jendi, que nous appelons le zigouigoui, en fait, le schéma. Donc, c'est ça ce que j'ai sur mes notes. Donc, le moment du recours aux soins. No, it's okay. Thank you. I can, like a very a southern lady from the... I can do both. Thanks. Avec la thèse de Juliette Bontemps, on se déplace à nouveau le long du cycle de vie, en passant à l'âge adulte et même à l'âge dit mûr, puisqu'il s'agit de la prise en charge du cancer colorectal, et sur lequel il y a une affiche dans les toilettes du Collège de France, dans le bâtiment de biologie. Juliette a effectué une ethnographie multisituée de cette prise en charge à partir de séquences d'observation dans 3 hôpitaux différents, qui ont notamment porté ces séquences d'observation sur les consultations d'oncologie et de chirurgie digestive, l'hôpital de jour, ainsi que les réunions de concertation pluridisciplinaires. Elle a accompagné ces observations d'entretiens avec des patients, avec leurs proches et avec leurs oncologues pour cibler les 3 pôles de ce fameux triangle interactionnel qu'on a souvent tendance à ramener à un duo patient-médecin, mais dont la thèse permettra de voir justement l'aspect triangulaire. La thèse de Juliette ne porte que peu sur les socialisations en train de se faire, mais elle permet d'observer directement, là en revanche, l'effet des processus de socialisation antérieure sur la santé. Donc c'est un peu le symétrique des premières recherches que j'ai présentées. Tout d'abord, l'effet des socialisations corporelles et sanitaires antérieures, de classe et de genre, telles qu'elles sont cristallisées dans les dispositions individuelles. Juliette étudie la construction sociale des corps, les variations sociales selon la classe et le genre des rapports à la santé, et même plus spécifiquement des rapports au cancer, ou encore la variation sociale des rapports aux médecins et à l'institution médicale. Mais c'est aussi, et là c'est un fil qui court aussi de ma présentation depuis le début, c'est aussi l'effet des socialisations non sanitaires qui ne portaient a priori pas sur la santé, que Juliette va pouvoir saisir dans son ethnographie de la prise en charge du cancer colorectal. Les rapports au temps des patients et des médecins, dont Janet a parlé dans son intervention ce matin, les rapports aux soins d'autrui, au care et au travail domestique, les rapports au papier et à l'administratif, qui émanent de socialisation indissociablement de classe et de genre des patients et des patientes.
La recherche permettra donc d'examiner les conséquences des socialisations antérieures, par exemple sur les modes de découverte du cancer colorectal, à travers la question des sensations, sur le vécu de la prise en charge par les patients, ainsi que sur leur vie quotidienne pendant le cancer, et notamment sur les inégalités de genre importantes qui se font jour dans cette vie quotidienne. Elle montrera que saisir les inégalités dans les parcours de santé et dans leur vécu, dans le vécu des patients, dans le vécu que les patients ont de leur parcours de santé, nécessite d'élargir la focale, comme je l'ai dit, aux proches des patients et de faire intervenir les socialisations antérieures, notamment les cultures somatiques et les socialisations genrées des proches eux-mêmes et elles-mêmes. Elle montrera plus généralement que pour étudier ces inégalités de prise en charge et de trajectoire de santé, ces interactions entre professionnels, patients et proches gagnent à être saisies comme des interactions entre des individus diversement socialisés. Enfin, l'enquête postdoctorale de Martin Sarzier nous amène doucement vers la fin du cycle de vie, puisqu'on passe de l'âge mûr au vieillissement différentiel, notamment cognitif. Je vous rassure, on s'arrêtera là. L'enquête est menée dans un hôpital de jour de rééducation pour des patients présentant des troubles cognitifs dits débutants. Martin y observe des ateliers animés par différents professionnels, neuropsychologues, éducateurs en activité physique adaptée, ergothérapeutes, diététiciens, orthophonistes, art-thérapeutes, etc. Il y distribue un questionnaire auprès des patients, pris en charge dans le service au moment de l'enquête, et a effectué des entretiens avec certains de ces patients ayant débuté la prise en charge depuis au moins 3 mois. La recherche aborde donc les processus de socialisation à un âge où ils sont très peu souvent travaillés, la vieillesse. Pour le sens commun, comme pour une partie de la sociologie d'ailleurs, la vieillesse est davantage pensée comme l'âge des pertes que comme un âge marqué par de nouveaux apprentissages et de nouvelles incorporations. Au rebours, cette enquête permet d'investiguer la socialisation au bien vieillir dans les services, qui opère notamment à travers l'objectif des professionnels de l'hôpital de jour enquêté de freiner la progression des troubles cognitifs et de stimuler les patients par des exercices répétés. Or, cette socialisation au bien vieillir, tout comme la rééducation post-AVC dont j'ai parlé précédemment, apparaît prisonnière de la forme scolaire qui façonne l'hôpital de jour. De ce fait, la recherche, et pour d'autres raisons également, la recherche permettra de montrer que ce travail de socialisation au bien vieillir a des effets différenciés selon les trajectoires sociales et les expériences socialisatrices antérieures des patients. Tout le monde ne peut pas être socialisé, resocialisé de la même manière au bien vieillir. Au terme de cette présentation, j'espère vous avoir convaincu que les approches en termes de socialisation contribuent à expliquer, premièrement, les corps et les états de santé différents, mais aussi les rapports que les individus entretiennent avec leur corps et avec la santé, et que c'est ainsi éclairer à cette lumière les facteurs de risque des pathologies et les états de santé, ainsi que les variations sociales des ressentis des symptômes et de leur expression, qui jouent sur les processus de recours et d'accès aux soins, le fameux milieu du zigogo. Deuxièmement, les relations entre patients et médecins, une approche en termes de socialisation contribue à expliquer les relations entre patients et médecins comme des interactions sociales entre des individus socialement disposés à agir comme ils agissent et à penser comme ils pensent, et les effets, les efficacités différentielles des prises en charge qui en résultent, dans la mesure où le travail médical opère sur des patients qui ne sont pas des individus génériques, mais qui sont construits par les processus de socialisation antérieure. Et enfin, le fait qu'au regard de la socialisation, la santé, comme d'autres processus sociaux, apparaît, suite à ce regard-là, comme le résultat de la rencontre entre des dispositions individuelles, c'est-à-dire des forces internes de l'action, des interactions, donc des dynamiques locales elles-mêmes prises dans des processus de socialisation, on l'a vu, et des institutions, c'est-à-dire cette fois-ci des forces externes. Si je devais vraiment pour finir, évoquer ce qui me semble être l'intérêt principal de notre modèle, de ce modèle de la socialisation pour l'étude des inégalités sociales de santé dans un cadre de santé publique, je vous soumettrai volontiers la chose suivante. Il me semble qu'en sciences sociales de la santé, on peut avoir des réticences
à situer l'explication des inégalités de santé au niveau individuel. Et Owen en a parlé ce matin. Car on a toujours peur que cette individualisation soit une responsabilisation, une assignation de culpabilité, voire une naturalisation ou une dépolitisation. Or, les approches en termes de socialisation me semblent être un moyen d'étudier la santé individuelle au cœur, voire à l'intersection des rapports de pouvoir, mais aussi au carrefour de ces différents processus, dispositionnels, interactionnels, institutionnels, sans être dans une logique normative ou dans une dénonciation morale ou politique des uns, les patients, mais aussi des autres, les médecins. Le modèle permet de plus de faire intervenir la culture des individus sans culturalisme, mais aussi sans spiritualisme, et sans mettre sous le tapis les conditions matérielles d'existence, comme je l'ai dit. La notion de socialisation permet donc d'éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, ce dont les enquêtes que j'ai présentées au début nous ont persuadé que c'était une mauvaise chose à faire, donc d'éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, et permet de travailler sur les individus, sur leurs habitudes, sur leur goût, sur leur corps, sans avoir peur de leur reprocher leur pathologie. Enfin, il s'agit aussi d'un modèle qui dialogue bien avec les autres, il me semble, et tout particulièrement avec celui dont vous allez entendre parler maintenant, celui de Michel, mais aussi qui dialogue bien avec la biologie, à partir de l'examen de la façon dont le monde social est incorporé, c'est-à-dire se replie dans une biologie individuelle. Le modèle échappe donc à une séparation ou à une alternative tranchée entre le social et le biologique, comme deux univers séparés qu'il s'agirait de discriminer, dont il s'agirait de séparer les effets, effets biologiques, effets sociaux. Ce qui est selon moi une fausse piste, cette séparation, cette volonté de discrimination, dans l'étude de la santé et des inégalités de santé, et c'est peut-être aussi une opinion qui sera partagée par l'intervention suivante, à qui je laisse la parole de ce fait.